Bonjour à tous, nous allons pouvoir commencer le webinaire. Merci à vous d'être présents ce midi pour le webinaire dédié au retour et au maintien en emploi. Je me présente Lisa Falquero, je suis chargée de mission à Onco Normandie sur les soins oncologiques de support et le lien ville-hôpital. Et avant de laisser la parole aux intervenants qui sont avec moi ce midi, je profite de quelques minutes pour vous informer que ce webinaire sera enregistré et accessible en replay sur notre page YouTube. Merci à l'ensemble du groupe de travail pour le temps consacré à la réalisation de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation Teams. Nous y reviendrons lors d'un temps d'échange après les différentes interventions. Au programme de ce webinaire, nous parlerons, il y aura une présentation du parcours coordonné pour le retour et maintien en emploi. Il y aura également un focus sur le rôle et les missions des différents acteurs à mobiliser dans le parcours du patient. Nous aborderons également les différentes modalités de maintien et de retour en emploi existantes. Et enfin, nous finirons avec un temps d'échange et de questions-réponses pour répondre à vos différentes interrogations. Je vais maintenant laisser les intervenants se présenter. Docteur Boulanger, je vous laisse vous présenter. Merci Lisa, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, docteur Mathilde Boulanger, je suis médecin du travail et j'exerce dans un service de prévention et de santé au travail, interentreprise. On verra un peu après ce que c'est. Donc pour MIST Normandie, qui géographiquement est sur une partie de l'ex-Basse Normandie, Calvados et Orne. Voilà. Merci. Clémence Lenormand, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Du coup, je suis Clémence Lenormand, assistante sociale à la CARSAT Normandie, donc plus spécifiquement sur le site de Caen. Donc, on est plus globalement le service social de l'assurance maladie. Christophe Mouchard. Bonjour, donc Christophe Mouchard, je suis consultant en prévention de la désinsertion professionnelle au sein de PST 14, donc PST Calvados. Nous sommes également un service de prévention et de santé au travail dans le Calvados. Nous intervenons sur Caen, Lisieux et Falaise en particulier. Et Laetitia Rollin, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Laetitia Rollin, je suis médecin du travail au CHU de Rouen et je travaille en particulier sur un temps donné au Centre régional de consultation de pathologie professionnelle et environnementale. Et on a une partie de ce centre qui est dédiée au retour au travail après cancer. On a une consultation pluridisciplinaire dans ce centre. Et il y a le même centre à Caen. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à Mathilde qui va commencer la présentation. Voilà, alors effectivement, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, cette présentation, en fait, a pour objectif de mieux se connaître, mieux que vous puissiez mieux connaître les différents acteurs qui vont contribuer au maintien en emploi ou au retour à l'emploi du patient que vous prenez en charge. Donc, sur ce schéma, nous avons choisi de mettre le patient au centre, puisque c'est finalement autour de lui que tous les acteurs vont intervenir. Donc le patient qui a bien sûr un lien avec son médecin traitant, un lien avec son oncologue, les autres médecins spécialistes d'organes, les équipes soignantes de façon plus générale, avec donc un lien pour les soins, pour en particulier s'il y a besoin le suivi de l'arrêt de travail, le besoin d'avoir une interruption par rapport au travail pour le temps du soin. On voit également que le patient sera en lien, alors à des moments plus ponctuels avec le médecin conseil de l'assurance maladie. Et puis, d'autres acteurs vont intervenir, hein, le service social de la CARSAT, qui sera présenté plus en détail tout à l'heure, qui va accompagner le patient dans le suivi des actions qui sont possibles pour remobiliser ou envisager la suite du parcours professionnel. Et puis également le médecin du travail et son équipe. Nous, on va être amenés à rencontrer notamment le patient quand il sera question d'aménagement du poste ou que la question de la reprise du travail se posera.
Bien sûr, il y a des liens aussi entre médecins. Donc, le médecin du travail fait partie des médecins qui concourent à la prise en charge de la personne et donc pourra avoir un lien avec l'accord du patient, avec les médecins qui prennent en charge la pathologie, le médecin traitant qui assure le suivi également plus au quotidien, et puis également le service social de la CARSAT. Il y a des liens entre nous. Sur le schéma, alors nous n'avons pas fait figurer l'employeur, pour autant c'est aussi un acteur important quand on parle de maintien en emploi, hein, puisque nos préconisations, les conseils que l'on pourra donner, leur applicabilité dépendra nécessairement des moyens dont dispose l'employeur pour aménager le poste. Là aussi, on peut le conseiller, mais nécessairement ce paramètre jouera également. Alors, du coup, je vais vous parler un petit peu plus de mes fonctions au sein du service social donc de la CARSAT avec les objectifs de notre service. Donc, il faut savoir déjà qu'on est un service qui intervient pour toutes les personnes du régime général, donc salariés, et aussi depuis quelque temps les travailleurs indépendants. Donc, on est un service spécialisé qui accompagne les assurés face à une problématique de santé et ayant un impact sur leur vie personnelle et ou professionnelle, qu'elles aient un employeur ou non. Il faut savoir que j'ai des collègues qui font exactement la même chose au niveau de la MSA, par exemple, le régime agricole. Et puis, pour les fonctions publiques également, nous avons plusieurs homologues. Donc, en tant qu'assistante sociale, nous proposons un accompagnement global des personnes atteintes de pathologies graves, ainsi que l'accompagnement pour leurs proches. On apporte une écoute psychosociale en lien avec nos missions, donc notamment celle de la prévention de la désinsertion professionnelle. Et c'est dans ce cadre que nous soutenons les assurés dans leur démarche, en leur donnant des informations sur les droits, les aides, les dispositifs adaptés en lien avec nos partenaires sociaux et médicaux. Quand la santé le permet, donc on évalue qu'il y a des possibilités d'action. Donc en fait, on favorise le retour à l'emploi en remobilisant la personne sur des dispositifs tels qu'un bilan de compétences, par exemple pendant l'arrêt de travail. Donc ça peut se faire effectivement durant l'arrêt et de façon la plus précoce possible. Donc, pour anticiper un risque de perte d'emploi, on se met bien sûr en relation avec tous nos partenaires compétents dans ce domaine. Donc, je ne vais pas tous les citer, hein, la MDPH, Cap Emploi, nos services de santé au travail. On travaille aussi, je vais faire la transition avec le service médical de l'assurance maladie, avec la mission des médecins conseils et de leurs assistants. Donc, pendant une période d'arrêt de travail, ils vont se rapprocher des assurés de différentes façons. Ça peut être une convocation aléatoire pendant l'arrêt de travail ou justement des orientations par différents partenaires, médecins traitants, médecins du travail. Donc, leur objectif au niveau du service médical, c'est de faire le point sur l'état de santé des assurés et effectivement décider si ils relèvent ou non d'une poursuite d'arrêt de travail. Ils vont apprécier la capacité à reprendre une activité professionnelle en général, pas forcément l'activité occupée avant l'arrêt de travail. Et ils vont tâcher de repérer précocement toute difficulté générale pour revenir en emploi. Et ils nous font effectivement des alertes, des signalements au plus tôt, ainsi qu'à différents partenaires du retour en emploi pour anticiper et rencontrer au maximum les personnes qui vont les accompagner vers l'emploi. Voilà. On peut passer à la diapo suivante, Lisa. Donc, un autre acteur à évoquer sur le premier schéma, donc les services de prévention et de santé au travail. Quels sont nos objectifs? Donc, c'est des objectifs qui sont fixés par le Code du travail et qui le rédige ainsi: prévenir toute altération de la santé physique et mentale des salariés du fait de leur travail.
Donc la formulation pourrait laisser penser que c'est nous qui sommes responsables de cette prévention, nous sommes conseillers. Donc tous les différents professionnels qui travaillent dans ces services sont des conseillers. Pour autant, la responsabilité de l'organisation du travail et du suivi ou non de ces conseils et de toute décision relative à cela, c'est bien l'employeur toujours. Donc les médecins du travail peuvent faire des préconisations d'aménagement du poste auprès de l'employeur qui sont motivés par des motifs d'ordre médical. Donc nous, c'est vraiment de faire le lien entre des conditions de travail et un état de santé, soit que le travail ait un retentissement sur la santé, soit dans le cas, par exemple, qui nous rassemble aujourd'hui, le retour au travail après un cancer, soit qu'il faille éventuellement aménager le poste du fait de changements dans l'état de santé. Donc nous sommes aussi conseillers du chef d'entreprise, des salariés, des représentants du personnel. Et donc nous assurons en même temps un suivi individuel de l'état de santé des salariés en lien avec leurs conditions de travail, toujours. Et nous pouvons mener et proposer des actions sur le milieu de travail, c'est-à-dire des visites des entreprises que l'on suit, des études de poste, des études individuelles ou collectives, tout cela afin d'améliorer la prévention des risques professionnels. Et un point important à signaler, c'est que comme tout médecin, nous sommes soumis au respect du secret médical. C'est-à-dire qu'aucun élément de santé ne sera jamais transmis à un employeur. Nos échanges avec l'employeur portent uniquement sur les aménagements du poste, donc sur des éléments du poste que le salarié peut faire ou ne peut plus faire, etc. Voilà pour cette. Voilà. Donc, simplement quelques mots, je ne vais pas commenter toute la diapo, mais vous l'aurez comme ça. Simplement bien avoir en tête que dès que l'on est salarié en France, quel que soit son statut, l'employeur doit cotiser ou avoir un service de prévention et de santé au travail. Donc là, on vous a mis le moyen pour une personne, un patient que vous avez, de connaître son service de santé au travail, son médecin du travail. Donc l'employeur doit pouvoir communiquer les coordonnées du service auquel il adhère, si c'est le cas, ou du service qu'il organise en interne autrement. Et si le salarié ne souhaite pas avoir ce contact avec l'employeur, la DRETS doit pouvoir aussi orienter. On vous a mis les numéros de contact ici. Et donc après, l'organisation, globalement, donc il y a des services inter-entreprises pour les entreprises du régime général de moins de 500 salariés. Vous avez ici la carte avec la répartition géographique. C'est principalement, mais pas exclusivement, une sectorisation géographique. Et puis après, selon les différents régimes, la MSA, par exemple, a ses propres services de santé au travail spécifiques. Dans la fonction publique, vous voyez qu'il y a des petites spécificités. Et les régimes spéciaux ont habituellement leurs propres services. Voilà, donc je ne vais pas passer plus de temps sur cette diapositive, mais ça vous permet d'avoir une idée de l'organisation pratique de la santé au travail. Et donc en interne, on est loin d'être les seuls professionnels impliqués, et donc on a la chance de pouvoir travailler en pluridisciplinarité. Donc c'est un mode de fonctionnement qui, pour nous maintenant, est plutôt, date déjà de plusieurs années, avec donc le médecin du travail qui va animer et coordonner une équipe pluridisciplinaire, donc composée d'un ou plusieurs infirmiers de santé au travail, qui vont aussi assurer certains suivis individuels, recevoir les gens en consultation, qui vont aussi pouvoir réaliser des études de poste et des actions en milieu de travail. Un assistant médical qui va être là en préparation des visites en particulier, recevoir la personne juste avant la visite. Des préventeurs des risques professionnels qui vont avoir pour mission d'aller dans les entreprises pour faire des études de poste, notamment, alors études de poste que l'on peut aussi réaliser nous-mêmes comme médecins du travail, mais souvent que l'on confie à ces professionnels-là. Également des professionnels spécialisés en psychologie du travail, et un service social du travail également, donc avec des noms de postes qui vont pouvoir varier d'un service à l'autre, mais globalement ce sont des professionnels compétents dans l'accompagnement en prévention de la désinsertion professionnelle ou dans le maintien en emploi, qui vont pouvoir recevoir les personnes qu'on leur adresse pour bâtir avec eux le parcours qui permettra au mieux d'éviter le risque de perte d'emploi ou de sortie en fait du milieu professionnel. Et donc depuis une réforme assez récente, les services de prévention et de santé au travail inter-entreprises
sont dotés en fait d'une cellule PDP, d'une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, qui a des missions plus spécifiquement en fait d'accompagnement des différentes équipes qui suivent les salariés pour cette mission de prévention de la désinsertion professionnelle, qui est maintenant une mission qui est clairement établie dans ce que doit pouvoir proposer un service de santé au travail. Merci Nathalie, donc je prends le relais. Donc effectivement, les acteurs du maintien en emploi, donc nous, en tant que service de santé au travail, on fait partie de ces acteurs du maintien en emploi. Globalement, nos missions, c'est d'informer, et d'orienter, de conseiller les salariés, mais également les entreprises de toutes ces questions et de maintien en emploi et des difficultés sociales, mais aussi socio-professionnelles dans leur ensemble que ça peut susciter. Comme disait Mathilde, au sein des services de santé au travail, ce sont des équipes pluridisciplinaires. On a le médecin du travail qui est chef d'orchestre, mais maintenant, autour des médecins, il y a plusieurs compétences qui viennent aider, notamment en individuel, les situations un peu complexes. Donc, on assure une prise en charge en individuel et un accompagnement vers une solution le plus durable possible de maintien dans l'emploi et en emploi de manière générale. C'est pour ça que la présence de la cellule PDP est importante au niveau des services de santé au travail, des collègues des autres, des équipes pluridisciplinaires qui tournent autour du médecin du travail, mais à partir du moment où, sur les décisions, la demande des médecins du travail en interne, on peut prendre en charge des salariés en difficulté. On peut nous traiter ça en direct, mais on travaille beaucoup en étroite collaboration, effectivement, bien évidemment aussi avec les acteurs externes. Il y a Clémence qui a présenté son service social tout à l'heure, mais on travaille tous en étroite collaboration avec le service social de la CARSAT, mais en fonction des situations aussi, ça peut être avec des centres de formation et des centres de bilan, en fonction des situations, des besoins des salariés que nous aurons en face de nous. Et puis à partir du moment où une personne peut être en situation de handicap, on peut conseiller les gens et accompagner les gens vers des connaissances de ce type de statut et de travailler par la suite avec les Cap Emploi, par exemple. Donc tout ça pour dire que lorsqu'on reçoit des salariés, c'est toujours en individuel à la demande des médecins, on va essayer d'être le plus proche possible des besoins et des demandes, en essayant de rapidement ou plus ou moins rapidement d'identifier un petit peu en termes de diagnostic les risques qu'il y a auprès de ces salariés concernés de perte d'emploi ou de maintien ou de besoin de reconversion professionnelle. Et nos missions vont consister à accompagner en individuel ces situations-là. Alors, un focus sur la visite de pré-reprise, parce que c'est un des outils importants que vous avez à votre disposition pour orienter les patients vers nous. Parce qu'en fait, nous, vous avez compris que l'objectif, alors du côté en tout cas médecin du travail et équipe pluridisciplinaire et plus globalement service de santé au travail, ça va être de pouvoir connaître en même temps l'état de santé de la personne et faire le lien avec des conditions de travail et voir ce qu'il faut conseiller d'aménager. Et donc, cette visite de pré-reprise, en fait, est un outil très utile puisqu'elle peut, c'est une visite du coup qui peut avoir lieu pendant l'arrêt de travail, à tout moment de l'arrêt, et donc qui permet aux salariés, alors vous savez qu'on emploie le terme plutôt de salariés, mais aux patients, en fait, d'avoir un contact alors avec le médecin du travail, et donc qui permet déjà de prendre connaissance du nouvel état de santé et de poser la question au regard de cet état de santé et de ce qui est connu dans l'entreprise ou pour connaître ce qu'il y a dans l'entreprise, d'aller faire une étude de poste, ce qui laisse le temps de la faire dans des bonnes conditions. On va pouvoir évaluer est-ce que la reprise est envisageable, qu'est-ce qu'il faut anticiper, prendre contact avec l'employeur pour faire part des préconisations et donc pouvoir vraiment anticiper les aménagements de poste, ou si le poste n'est pas aménageable, est-ce qu'il faut rechercher que l'employeur recherche un autre poste au sein de son entreprise, voire est-ce qu'il faut envisager une reconversion professionnelle s'il n'y a pas de possibilité raisonnable en interne de l'entreprise. Donc le conseil, c'est d'anticiper cette demande, dès que finalement quand le travail est un questionnement pour la personne, ça peut être le bon moment pour orienter vers cette visite de pré-reprise. Alors au moins 15 jours avant la date de reprise prévue, ce serait vraiment le délai minimal, sinon on perd un peu le bénéfice de la possibilité d'anticiper.
Et voilà, et ça peut être bien avant ces 15 jours, voilà, pour au contraire avoir le plus de temps possible pour tout mettre en place. C'est une visite donc, qui peut être demandée par le patient lui-même, par les médecins qui l'accompagnent aussi dans le soin et par le médecin conseil de l'assurance maladie. Et l'employeur n'est pas informé de cette visite sans l'accord du patient. Hein, c'est-à-dire qu'à l'issue de la visite, on peut proposer des aménagements de poste, mais ils ne seront transmis à l'employeur qu'avec l'accord de la personne. Donc ça peut être une visite réellement qui reste, dont l'existence reste totalement confidentielle. Un autre point, l'inaptitude, qui est un terme qui peut générer des inquiétudes qui arrivent si jamais l'état de santé est incompatible avec enfin le poste en fait n'est plus compatible avec l'état de santé consolidé, l'état de santé au moment de la reprise en tout cas. Et donc c'est-à-dire que s'il n'y a aucune possibilité d'aménagement de poste qui convienne, et donc là, on constate en fait l'inaptitude médicale. Donc c'est le constat que le poste n'est plus adapté ni adaptable en fait à l'état de santé de la personne. Donc cette inaptitude, elle peut survenir à des degrés divers en fonction des entreprises. Hein. C'est pour ça que je mentionnais le rôle et l'importance de l'employeur aussi au début de la présentation. Évidemment, on ne sera pas du tout dans les mêmes possibilités d'aménagement de poste selon que ce sera une toute petite entreprise ou une très grande entreprise, selon que au moment où on voit la personne, un nouveau besoin peut se présenter dans une entreprise avec potentiellement une création de poste qui peut permettre à une personne voilà, de rester dans l'entreprise. Donc cette décision-là, elle est dépendante de différents facteurs. Et donc, elle sera posée, s'il y a besoin, à la fin de tout un accompagnement par l'équipe pluridisciplinaire, par les partenaires également, tous les partenaires du maintien en emploi que l'on a vus. Et donc, soit à la fin de l'arrêt de travail, décidé par les médecins qui assurent les soins du patient, soit si le médecin conseil estime que l'état de santé est consolidé ou stabilisé. Il faut quand même noter que l'aptitude à un poste, c'est pas une aptitude au métier dans l'ensemble. Nous, on se prononce toujours sur l'aptitude dans une entreprise à un poste précis. Pour un même intitulé de poste, les conditions de travail peuvent être extrêmement différentes d'une entreprise à l'autre. Et donc, par exemple, si on prend l'exemple de l'intitulé chauffeur poids lourd, il y a des entreprises où ce poste-là, ce sera uniquement de la conduite du camion, et pour d'autres postes, il y aura la préparation du chargement avec de la manutention, du sanglage, etc. Et donc, ça peut rendre les conditions de travail extrêmement variables pour un même intitulé de poste. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de cette expertise en santé au travail aussi pour l'analyse fine des conditions de travail et potentiellement des freins ou au contraire des facteurs favorisant le retour au travail. Soins et travail, donc effectivement, nous, au sein des services de santé au travail, quand notamment les médecins du travail nous orientent en interne au niveau de nos cellules PDP, moi en tant que consultant prévention des désinsertions, d'autres collègues à ce moment-là, évidemment, nécessaire que, comme expliqué, la notion de prise, c'est-à-dire qu'il y a une prise de connaissance de la situation en vue de pré-reprise. Les médecins inter peuvent nous orienter tout en préparant un petit peu le terrain et en préparant en fait la démarche de projection. Donc le temps de soin est nécessaire et on peut déjà nous prévenir, commencer à prévenir le plus tôt possible pour anticiper le retour en emploi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes, et les salariés patients savent qu'il y a des acteurs qui peuvent les aider à cheminer, à questionner le retour sur leur poste, le retour dans l'entreprise, ou voire même avec comment dirais-je, des difficultés envisagées à cette reprise et de commencer à réfléchir à ce que les gens peuvent faire en dehors de leur entreprise et de leur poste de travail. Donc voilà, nous, on va être là pour les accompagner sur ce type de démarche-là, quand leur santé pourra leur permettre d'agir. Avec une organisation, avec une certaine organisation, on peut très bien commencer à réfléchir sur une reconversion, un retour dans l'entreprise via des temps partiels thérapeutiques avec des aménagements, etc.
Quand on peut le faire, on le fait aussi bien évidemment en lien avec l'employeur pour que l'employeur soit aussi acteur de la situation. Et tout ça en lien avec le médecin traitant, le médecin du travail et le médecin conseil. Quand un salarié, un patient se trouve soit en temps partiel thérapeutique ou en arrêt de travail à 100%, nous informons le patient salarié qu'il est possible pendant l'arrêt de travail de mettre en place des actions. Donc ça rassure, ça permet aussi d'anticiper en fonction, toujours pareil, toujours la même chose, en fonction des besoins que va émettre la personne et le patient. Et en fonction de ce point de diagnostic, on pourra mettre en place des actions. Tout à l'heure, j'émettais déjà des premières idées d'actions telles que les bilans de compétences, mais ça peut être aussi d'autres outils qui sont assez efficaces aujourd'hui, que sont notamment les essais encadrés. C'est-à-dire que les essais encadrés, c'est un outil de la sécurité sociale, par exemple, et qui permet pendant un arrêt de travail ou en temps partiel thérapeutique de tester ma capacité en tant que patient de reprendre mon poste, de tester en tant que patient ma capacité à aller valider en interne de mon entreprise un autre poste qui serait peut-être plus en adéquation avec ma santé, tout ça validé avec le médecin du travail, ou aussi des essais encadrés qui pourraient me permettre, dans le cadre d'un reclassement même en externe de mon entreprise, de tester d'autres postes de travail qui pourraient m'intéresser, qui pourraient être plus adaptés à ma santé. Donc tout ça pour dire que, effectivement, pendant le temps de soins, il est possible aussi de mettre en place des actions pour aider le salarié patient à se projeter et dans les meilleures conditions possibles et de manière accompagnée, rassurante et structurée en termes de méthode en tout cas. Donc, comme tu l'as un peu mentionné aussi, Mathilde, tout à l'heure, effectivement, il y a plusieurs strates en termes de méthode. C'est-à-dire que les cercles de santé au travail vont tout de suite questionner le poste de travail de la personne. Est-ce que le poste de travail est possible en termes de retour de retour après un arrêt de travail? Bon, après, si le poste est compliqué et que les aménagements apparaissent complexes, là, il est intéressant de questionner l'entreprise au sein de la mobilité interne à l'entreprise, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des postes qui sont peut-être plus adaptés que le poste initial. Et à partir du moment où mon poste initial en tant que patient, et puis que mon entreprise a réellement du mal à identifier des postes plus adaptés, et moi, en tant que patient aussi, en difficulté de me projeter sur des propositions faites, eh bien là, on peut aussi effectivement, en parallèle de tout ça, avoir à la suite commencer à questionner le reclassement au sein d'une autre entreprise, voire à aborder vraiment ma reconversion professionnelle et de manière accompagnée, structurée et structurée dans le temps. Et tout ça en lien avec ma santé, les professionnels qui me suivent en tant que patient salarié qui suivent ma santé, d'essayer d'être le plus possible, comment dirais-je, voilà, d'être le plus possible accompagné. Voilà, et pour terminer, nous souhaitions vous parler de la consultation de retour au travail qui existe dans les 2 CHU de notre région, donc à Rouen et à Caen. C'est une consultation qui existe depuis plusieurs années, à un moment où on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'acteurs du maintien dans l'emploi qui sont du côté de l'entreprise, on va dire, et puis qu'il y avait les soins hospitaliers qui étaient à l'hôpital. Et ce chemin, en fait, ce pont entre le lien entre l'hôpital, milieu de soins, et le lien avec l'entreprise, tous les acteurs du maintien dans l'emploi, était difficile à faire. Pour les patients, le pont était long. Et donc, on s'est dit, on va mettre en place cette consultation, qui est une consultation d'information sur les droits des personnes, pour dire, on va parler du travail, mais on va en parler à l'hôpital, complètement extérieur, dans un milieu complètement extérieur à l'entreprise et vraiment dans le milieu de soins, pour essayer de faire une transition entre ces deux milieux. Et cette consultation, elle repose sur 3 acteurs, le médecin du travail, le psychologue, l'assistante sociale, puisque dans le retour au travail, il y a plusieurs choses qui interviennent. Il y a bien sûr l'état de santé du patient, mais on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup, quel est son poste de travail, quel est son état aussi psychologique. Et donc, c'est important d'avoir cette vision pluridisciplinaire du retour au travail. Et donc, ces consultations, tout patient peut y recourir. Elles sont importantes aussi pour les patients qui n'ont pas de médecin du travail. En France, les personnes qui ont un médecin du travail sont les salariés. Depuis l'an dernier, les indépendants peuvent s'affilier sur volontariat
à un service de santé au travail, mais c'est quelque chose de très récent. Et puis, il reste beaucoup de personnes qui n'ont pas de médecin du travail. Si je prends quelqu'un qui était en CDD lors du diagnostic du cancer, il est en arrêt de travail, souvent son CDD s'arrête, il n'est pas renouvelé et il n'a plus de médecin du travail. Même s'il y a des petits dispositifs pour raccrocher quand même avec l'ancien médecin du travail, ça peut être compliqué. On peut avoir aussi des personnes qui sont au chômage et qui tombent malades, qui ont perdu leur poste, etc. Donc ça peut être aussi cette consultation intéressante pour les personnes qui n'ont pas de médecin du travail et qui n'ont pas donc d'accompagnement côté travail. On peut passer à la diapositive suivante, qui va être la dernière, je crois. Et après, on pourra passer aux questions. Ce qu'on voulait vraiment mettre en avant aujourd'hui, c'est que c'est tout un réseau d'acteurs qu'on vous a présenté et que chacun a ses missions identifiées. L'important, c'est pas que vous sachiez dans le détail quelles sont les missions de chacun. À partir du moment où le patient va être adressé vers un des acteurs du maintien dans l'emploi, nous, on saura se repasser, s'orienter les personnes. Ça peut être donc le mode d'entrée peut être la visite de pré-reprise avec le médecin du travail. Il saura renvoyer vers l'assistante sociale quand ce sera nécessaire. L'entrée peut être aussi par l'assistante sociale à un moment pour des droits, etc., qui, elle, va repasser au médecin du travail. Donc vraiment, penser à orienter vers un des acteurs qu'on a vu dans toutes les diapositives. Ça, c'est la première chose. Deuxième point important, c'est probablement pour les équipes de soins de pas trop se prononcer sur les capacités de retour au travail, etc. Parce que le discours de l'équipe de soins a beaucoup d'importance. Et si par exemple une équipe soignante dit je pense que vous ne reprendrez jamais à votre poste, on limite la possibilité de reprise ultérieure. Alors que peut-être l'équipe de santé au travail, du maintien en emploi, pourrait aménager des choses. Et si spontanément le patient est convaincu qu'il ne pourra pas, on limite quand même ses possibilités de reprise. Donc ça, c'est important. Ce qu'on voulait signaler aussi, c'est que bien sûr, on a vu tous les acteurs, mais le principal, c'est l'employeur. Donc, si l'employeur ne peut pas aménager les conditions de travail, etc., et bien souvent, c'est un obstacle et on n'y arrive pas. Donc, il faut avoir aussi conscience que les équipes de maintien dans l'emploi sont conseillères, mais ne peuvent pas imposer. Si l'employeur ne peut pas faire, il ne fait pas et ça peut conduire à une inaptitude. On voulait insister aussi sur la continuité de prise en charge, c'est-à-dire qu'il y a le temps des soins, et puis après, il y a l'après, et que plus tout ça c'est fluide, plus on passe de l'équipe de soins vers le relais, vers le travail, mieux ça se passe. Anticiper la reprise, bien sûr, on peut voir les personnes, on parlait de la visite de pré-reprise, c'est pas parce qu'on fait une visite de pré-reprise qu'on va reprendre 15 jours après. On peut faire une visite de pré-reprise aujourd'hui pour faire un point et ne reprendre que l'année prochaine, par exemple. Et faire plusieurs visites de pré-reprise, c'est pas un obstacle. On voulait aussi insister sur des mots qui sont très très forts en fait dans le retour au travail. On parle d'invalidité, de handicap. C'est des mots qui sont très lourds de sens et qui ne représentent pas bien ce qu'il y a derrière. Donc, par exemple, quand on parle d'invalidité, ça permet quand même de travailler à temps partiel. C'est pas du tout qu'on est invalide et qu'on ne travaille pas. Donc, avoir bien ça en tête pour ne pas conseiller maladroitement en fait les patients. Bien sûr, toujours les orienter vers les acteurs qui maîtrisent ces différentes notions. Si je prends l'invalidité comme exemple, vous avez l'invalidité de la sécurité sociale, l'invalidité de la MDPH, qui n'est pas la même. Donc, il faut faire attention à ce qu'on change, ce qu'on conseille, d'autant plus que ces notions-là peuvent être différentes. Si vous prenez l'invalidité, il y en a même une troisième dans la fonction publique, ce n'est pas du tout la même que dans le privé. Donc, tout ça doit être bien connu et il faut faire attention de ne pas dépasser son champ de compétences. Moi, pour ma part, par exemple, sur l'invalidité, je laisse les assistants sociaux expliquer ce que c'est, etc. Parce que c'est vraiment des choses qui évoluent chaque année en plus. Donc, il faut faire très attention à ça.
Je voulais dire aussi que le retour au travail, on a présenté plein de choses, mais que parfois ça peut être très simple et qu'il y a des patients qui nous disent mais écoutez, tout se passe bien, j'ai pas besoin de plein d'acteurs autour de moi, donc il faut aussi respecter ça de temps en temps. Le retour peut se faire très simplement avec le médecin du travail à la visite de reprise si l'arrêt a été supérieur à 60 jours, mais parfois pas besoin d'intervention supplémentaire. Voilà en gros ce qu'on voulait vous dire en conclusion, et puis les échanges vont se poursuivre. J'imagine que vous avez peut-être des questions, et en tout cas on est à votre disposition, vous avez le diaporama, les numéros de téléphone s'il y a besoin. Voilà. Merci beaucoup. Merci du coup aux intervenants qui participent, enfin, qui ont présenté le webinaire. On va maintenant passer aux éventuelles questions. N'hésitez pas à les insérer dans le chat de la conversation Teams, ou sachant qu'on n'est pas très nombreux, on est une trentaine, donc si jamais certains veulent prendre la parole, vous pouvez lever la main et j'ouvrirai votre micro sans problème. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Je pense que vous avez été très clair dans la présentation. On espère en tout cas que ça a répondu aux différentes interrogations que vous pouviez avoir sur cette thématique, sur les différents rôles et missions des acteurs qui sont mobilisés dans le parcours du patient pour le retour et maintien en emploi. Visiblement, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à ajouter pour celles et ceux qui sont intervenus. Il y a une question concernant le retour et maintien à l'emploi. Est-ce que ça concerne toute forme de pathologie? Oui. Je pense que c'est par rapport à la consultation pro. Oui, si c'est la consultation d'aide au retour au travail qui est dans les CHU, ça a été développé et financé par les plans cancer. Donc pour l'instant, c'est dédié à la pathologie cancéreuse. Le centre de pathologie professionnelle a aussi d'autres missions sur le diagnostic de pathologie professionnelle, d'une origine professionnelle, etc. Ponctuellement, on peut rajouter des consultations pour d'autres pathologies, mais on manque de moyens en fait pour les autres pathologies, on va dire. Pour l'instant, c'est développé surtout pour les patients cancéreux. Mais si vous avez une interrogation, voilà, ponctuelle, on pourra répondre évidemment, voir le patient si nécessaire. Et en ce qui concerne voilà, pour le suivi de santé au travail, c'est tout type de pathologie, la visite de pré-reprise notamment, s'applique à tout type bien sûr, à tout type de pathologie également. Pareil pour nous, pour le service social, en fait, on va rencontrer tous les assurés confrontés à une situation de problématique de santé et leurs proches également. Donc c'est vrai que c'est très large et effectivement ça englobe les pathologies cancéreuses, mais c'est pas le seul motif de rendez-vous avec nous. Peut-être qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'il y a le patient qui est atteint du cancer et il y a aussi, d'une manière générale, ce qu'on appelle les aidants. Et il peut y avoir aussi des problématiques de maintien dans l'emploi, des aidants qui sont aidants en fait de leur conjoint ou de leur enfant qui peut avoir une pathologie, et que tout ce qu'on a expliqué là aujourd'hui pourrait s'appliquer aux aidants et à toute pathologie finalement. Je crois qu'il y a une personne qui a levé la main. Oui, j'avais vu que c'était le DAC. Je sais, mais alors, ils ont de nouveau baissé la main. Donc, au cas où, je viens d'activer votre micro. Vous souhaitez prendre la parole? Ah, c'était la même question. Bon, au moins. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions éventuelles?
ou des sujets, peut-être des points qu'on n'aurait pas abordés, que vous auriez aimé voir développer Nous avons été très clairs, peut-être également. Les questions viendront après, peut-être. En tout cas, si jamais il y a des questions qui vous viennent par la suite du webinaire, ne pas hésiter à me l'envoyer par email. Normalement, vous avez reçu un mail de ma part lors de l'inscription au webinaire et je pourrais relayer en tout cas l'information aux différents intervenants qui font partie du groupe de travail régional et je pourrais relayer l'information par la suite si besoin. Un peu dans le même état d'esprit, je me permets d'ajouter, c'est effectivement l'opportunité. Si jamais vous avez le moindre doute, en fait, que ça soit des intervenants d'aujourd'hui, finalement, comme je le disais aussi dans la présentation tout à l'heure, on sait aussi qu'on a des partenaires et des collègues qui font les mêmes missions. Donc, si c'est pas tout à fait nous qui allons intervenir parce que c'est pas notre mission ou parce que c'est un assuré qui relève d'un autre régime, par exemple, on fera, nous, le nécessaire de toute façon pour réorienter aux besoins par la suite la personne qui est malade. Donc, n'hésitez pas, on est à votre disposition, y compris pour relayer si jamais vous avez le moindre doute sur le besoin de relais. Merci Clémence. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer le webinaire. Merci à tous de vous être connectés ce midi. Le webinaire sera accessible en replay sur la page YouTube, donc vous pourrez avoir accès aux différents supports qui vous ont été présentés ce midi. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et merci à vous tous. Merci. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.